nous allons passer à la communication suivante. Dr Emna Hafouf, les échecs de fécondation et de développement embryonnaire en ICSI. Voilà, je vais commencer par remercier le comité d'organisation pour l'invitation et je remercie aussi le comité pour la pertinence de ce sujet. Donc aujourd'hui, je vais voir avec vous... Rapproche-toi du micro, Emna, on n'entend pas bien. Celui-là, échec de fécondation et de développement embryonnaire en ICSI. Donc, l'avènement de l'ICSI et son application en procréation médicalement assistée a carrément révolutionné la prise en charge. Pourquoi? Parce que l'ICSI a déjà ouvert les portes aux infertilités étiquetées auparavant stériles de par des facteurs spermatiques très altérés ou les situations ayant recours aux spermatozoïdes chirurgicaux. Aussi, l'ICSI a permis de pallier aux échecs de fécondation en FIV classique. Entre-temps, la technique a connu un progrès considérable et surtout les indications des ICSI se sont élargies à quasiment toutes les situations. Aujourd'hui, il y a des labos qui font de l'ICSI systématique, 100% des patients sont traités en ICSI. Pourquoi? Pour justement pallier aux échecs de fécondation induits en FIV classique. Sauf qu'on s'est aussi rendu compte que l'ICSI avait ses limites parce qu'en routine, on avait des taux de fécondation qui étaient de l'ordre de 70 à 80%. L'échec total de fécondation en ICSI est rencontré dans environ 1 à 3% des cycles en ICSI. Les causes demeurent mal comprises et difficilement explorables parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment qui est responsable de ces échecs-là. Est-ce que ce sont des problèmes techniques? Est-ce que c'est le spermatozoïde qui est à l'origine de ces échecs? Ou bien si c'est des facteurs, des anomalies ovocytaires? Le défaut, ceci dit, les auteurs se concordent à dire que dans 80% des échecs, il y a un défaut d'activation ovocytaire. Le taux de récurrence de l'échec total de fécondation est de l'ordre de 30%. L'échec de développement embryonnaire est d'environ 10 à 15% pour les embryons fécondés et 50% des embryons n'arrivent pas au stade de blastocyste. Donc, l'histoire commence avec l'ICSI, injection intracytoplasmique, donc technique qui permet d'injecter un spermatozoïde soigneusement choisi par le biologiste, dans des conditions optimales de point de vue morphologique. Ce spermatozoïde, par immobilisation mécanique par l'aiguille d'injection, on va induire sa capacitation, on va l'introduire dans l'ovocyte. Il s'ensuit une cascade d'événements au niveau de l'ovocyte qui vont aboutir à la fécondation. Donc, dès que le spermatozoïde est injecté, on a une reprise et un achèvement de la méiose ovocytaire, entraînant l'émission du deuxième globule polaire et la formation du pronucléi femelle. D'autre part, il s'ensuit transformation du spermatozoïde, une condensation du noyau. Après, on a donc, condensation du noyau donc, induisant la formation du pronucléi mâle. Après, il y a une première mitose de segmentation qui va permettre une réplication de l'ADN, une migration de chaque pronucléi vers le centre, une prophase indépendante dans chaque pronucléi et migration des pronucléi vers le centre. Il va y avoir la syngamie qui va aboutir à la formation d'un zygote et par des cycles de division cellulaire et de clivage, on va aboutir à la formation d'embryons et de blastocystes. Donc, dans les situations où on est confronté à un échec de fécondation ou où on est confronté à un échec de développement embryonnaire, donc l'hypothèse dirait qu'il y a certainement un dysfonctionnement, soit au niveau de la première cascade de l'activation et de la fécondation de l'ovocyte, soit il y a un problème au niveau des divisions cellulaires. Les protagonistes de tout ce système sont, donc, soit c'est un facteur spermatozoïde qui est à l'origine de l'échec de tous ces processus, soit
c'est l'ovocyte, ben, soit il y a des risques qui sont inhérents à la technique elle-même ou bien aux conditions de culture des embryons, étant donné que de toute façon, ils ne sont pas dans leur contexte physiologique. Et ben, ça, on l'a dit dans la diapositive précédente, la majeure partie des échecs est expliquée par un défaut d'activation ovocytaire. Donc, on va essayer d'explorer ces différents paramètres pour voir à chaque niveau comment on peut agir afin d'optimiser les taux de fécondation. On va commencer le premier volet, les échecs de fécondation en ictie. Donc, concernant l'ovocyte, on va voir les différents volets. Donc, ovocyte, on a deux paramètres, le nombre d'ovocytes et la morphologie ovocytaire. Cohorte ovocytaire ici, mais j'ai envie de dire mauvaise cohorte ovocytaire. Donc, je pense qu'on n'a même pas besoin de voir ce qui a été publié, mais la logique dit que si on a une ponction où on ramène un ou deux ovocytes, et même si ces deux ovocytes ou trois ovocytes sont matures, ben, généralement, l'échec il est plus ou moins expliqué. D'autant plus que généralement, que c'est des patientes mauvaises répondeuses âgées, donc l'âge aussi va expliquer. Donc on va voir que le nombre réduit d'ovocytes ponctionnés et la diminution surtout du nombre d'ovocytes matures est un facteur pronostic, le facteur pronostic le plus fréquent des échecs de fécondation. Plusieurs études sont allées dans ce sens. Ici, on va voir, j'ai mentionné cette étude parce que c'est une étude qui s'intéresse surtout aux échecs totaux, aussi qu'il y a un échec total. On voit bien ici que le total des ovocytes et le nombre de méta-2 a un impact, une corrélation directe avec les résultats en termes de fécondation. L'âge avancé et l'altération de la réserve ovarienne aussi vont à l'encontre des chances de fécondation. Ici, cette étude qui a essayé de regarder un peu tous les paramètres reliés à la femme pour voir s'il y a un rapport avec les échecs, et on voit que le mauvais taux de fécondation est corrélé par rapport à l'AMH. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste essayer d'optimiser la réponse, avoir plus d'ovocytes sur une deuxième tentative afin d'essayer de pallier à l'échec de fécondation observé sur la première tentative. Ceci dit, il y a des patientes normorépondeuses qui montrent aussi des échecs de fécondation. L'ovocyte n'est pas très parlant. Il y a des choses qu'on peut voir, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Donc, je vais commencer par parler des paramètres morphologiques ovocytaires, donc les dysmorphies. Les dysmorphies ovocytaires concernent 25 à 30% des ovocytes. Les dysmorphies peuvent concerner les cytoplasmes sur sa granularité, sur la présence de vacuoles, sur la rétraction du cytoplasme, aussi la zone pellucide et concernant le globule polaire, s'il a une taille normale ou s'il est fragmenté. Donc les résultats concernant la dysmorphie ovocytaire dans la littérature sont très controversés. Il y a des études qui ne rapportent aucune corrélation entre le taux de fécondation et le développement, donc aucune corrélation entre dysmorphie et taux de fécondation et développement précoce des embryons. D'autres études rapportent que si ces paramètres dysmorphiques sont associés à d'autres anomalies morphologiques, à savoir anomalie du premier globule polaire, espace périvitellin élargi ou la présence d'inclusion cytoplasmique, ça peut être corrélé à des taux de fécondation diminués. On arrive aux anomalies chromosomiques. J'ai été très brève, mais juste pour voir, donc, pour dire que dans cette méta-analyse de Boiseau, on rapporte 8 à 59% des ovocytes non fécondés sont porteurs d'anomalies chromosomiques. Ça dépend de la population. Mais par contre, à partir de 40 ans, un ovocyte sur deux est porteur d'anomalies chromosomiques. Et au-delà de 45 ans, 100% des ovocytes sont porteurs d'anomalies chromosomiques. Donc, ceci peut expliquer, concorder avec ce qu'on a dit sur les diapos de la cohorte, où les mauvaises répondeuses
présenter des échecs de fécondation. Donc les anomalies chromosomiques peuvent être à l'origine de ces échecs. Maintenant, on en arrive aux spermatozoïdes. Donc le spermatozoïde, je vais commencer par la kinétospermie et la nécrospermie. Donc, pourquoi? Parce que c'est important. Donc déjà, la première étape dans l'injection, donc injecter un spermatozoïde immobile, il faut s'assurer au moment de l'injection qu'au moins on injecte un spermatozoïde vivant. Donc la kinétospermie qui se traduit par une absence totale de mobilité, cette akinétospermie a deux répercussions délétères. D'une part, elle va induire une nécrospermie par stagnation prolongée des spermatozoïdes dans les voies génitales. D'autre part, cette stagnation va être aussi à l'origine d'oxydation de radicaux de la chromatine spermatique, les rendant inaptes à se décondenser. L'absence de spermatozoïdes mobiles, comme le nombre réduit d'ovocytes, est la cause la plus fréquente d'échecs de fécondation. Il y a différentes situations où la kinétospermie est rencontrée, dans les cas de cryptosospermie, d'asténospermie sévère, quand on a recours au sperme chirurgical, que ce soit testiculaire ou épididymère. Et donc toute la difficulté consiste à choisir un spermatozoïde vivant. Là, je vais juste être un peu pratique et dire que le jour où on fait notre tentative, si on est face à un sperme où il n'y a pas de spermatozoïde vivant, ben, il faut user de toutes les méthodes qui peuvent nous permettre au moins d'être sûr qu'on est en train d'injecter un spermatozoïde vivant. Si par exemple c'est une cryptosospermie et que dans le sperme éjaculé on ne réussit pas à trouver des spermatozoïdes vivants, ben, il faut passer un prélèvement chirurgical à la recherche de spermatozoïdes vivants. Si on est par exemple en train de travailler avec du sperme congelé, pareil, il faut essayer d'une alternative sur un sperme frais. Si le patient n'est pas présent, ne pas hésiter à vitrifier les ovocytes et essayer d'injecter en différé parce que c'est très important. Donc au niveau du laboratoire, pour nous faciliter la tâche à nous les biologistes, on dispose de différentes techniques de mobilisation des spermatozoïdes. Je ne vais pas trop m'étaler, mais on dispose de deux volets. Il y a des techniques mécaniques et une technique chimique qui donne d'excellents résultats, mais dans l'effet sur la progéniture laisse un peu réticents certains praticiens. Donc ces différentes techniques, comme je l'ai dit sur la diapositive précédente, vont nous aider à choisir un spermatozoïde vivant. Là, juste une application de la kinétospermie, je vais aller vite. Je parle ici du syndrome de la dyskinésie flagellaire dans le syndrome de Cartagena. C'est une affection autosomique par mutation de gènes de codéine. Les spermatozoïdes sont immobiles. Le taux de fécondation est variable parce que de toute façon, les paramètres spermatiques sont très variables d'un patient à l'autre. Mais c'est juste que pour dire, au début, quand on a essayé de faire des ICSI pour ces patients avec des spermatozoïdes immobiles, on a peiné à avoir de bons taux de fécondation et qu'après les différentes techniques et le changement de technique de prélèvement a permis d'aboutir à des grossesses. Maintenant, j'en arrive à la globospermie. La globospermie, c'est vraiment une pathologie, une tératospermie qui a été à la clé de plusieurs découvertes. Donc, globosospermie, c'est une anomalie de la spermiogénèse faite ronde dépourvue d'acrosome et de tête périnucléaire acrosomiale. C'est une tératospermie le plus souvent monomorphe, donc 100% des spermatozoïdes présentent une tête ronde. Le phénotype est complexe, associant l'absence de l'acrosome, des défauts de compaction nucléaire, des lésions de l'ADN et une déficience de l'activation ovocytaire. Donc, cause génétique, le gène DPY19L2 est impliqué dans 60 à 80% des cas, et le déficit en phospholipase zeta, les défauts de compaction et le taux élevé de fragmentation de l'ADN sont susceptibles d'expliquer l'échec de fécondation après ICSI et le développement très réduit des embryons issus de patients déficients
on se gêne. Les taux de fécondation en ICSI classique sont généralement de l'ordre de 0%. Ceci dit, plusieurs naissances, enfin une vingtaine de naissances ont été rapportées après activation ovocytaire. Ça, on va le voir par la suite. Là, je cite cette étude. Pourquoi? C'est juste pour faire un petit clin d'œil à l'IMSI. Il y a quelques années, l'IMSI, l'observation des spermatozoïdes de fort grossissement, paraissait être prometteuse. Et donc, en logique, l'IMSI pouvait être une alternative à l'ICSI en termes d'échec de fécondation, sauf que l'IMSI a très vite montré des résultats concluants. Mais l'IMSI s'est révélé très intéressant dans ce cas-là. C'est du temps où on faisait justement la lecture au fort grossissement. En regardant les spermatozoïdes globaux d'un patient, on s'est rendu compte que quelques, mais de rares spermatozoïdes présentaient un petit boursouflement au niveau de la tête. On s'est posé la question de savoir si ce petit boursouflement pouvait correspondre à un semblant d'acrosome et donc serait-il capable d'induire une fécondation. Donc le jour de la tentative, on a fait du moitié-moitié. Donc la moitié de la cohorte a été traitée en IMSI. La deuxième moitié, IMSI avec activation, on s'est rendu compte quand on arrivait à des résultats comparables. Et 2 embryons ont été transférés, on a obtenu une naissance. C'est juste que pour dire que voilà, le problème se présente au niveau de l'acrosome. Cet acrosome absent, c'est lui qui est à l'origine de l'échec. Donc, on arrive maintenant au défaut d'activation ovocytaire. Les différentes publications ont expliqué dans 80% des cas que l'échec culminait dans le défaut d'activation. Donc, l'activation ovocytaire, c'est quoi? C'est cet ensemble de modifications moléculaires, structurales et morphologiques au niveau du noyau et du cytoplasme ovocytaire, on a parlé tout à l'heure, aboutissant à la réalisation du premier cycle cellulaire. Et le moteur semble être le calcium. Donc, mobilisation de calcium, mobilisation du calcium libre intracellulaire à partir du réticulum endoplasmique, sous forme d'oscillation calcique, qui va enchaîner la réaction corticale, la reprise de la méiose et formation des pronucléi, et puis redistribution des organelles. Les protagonistes, donc là, c'est ce qui est schématisé sur cette diapositive, c'est la cascade qui est à l'origine de l'activation ovocytaire. Et on voit bien ici qu'il y a 2 protagonistes. Il y a le calcium et ce facteur spermatique qui serait à l'origine du déclenchement de toute cette cascade. Et ce facteur, c'est la phospholipase, ces états dont on a parlé chez les globosospermies. Activation ovocytaire artificielle au niveau du laboratoire, comment? Donc le principe, c'est provoquer un influx de calcium dans le cytoplasme qui va aboutir à l'activation de l'ovocyte. Donc plusieurs techniques. Je vais y aller vite parce que je pense que j'ai bouffé tout le 2 minutes impossible. Je vais prendre les 4 minutes de Abdelazir. Donc soit activation par activation ovocytaire électrique, soit mécanique ou ICSI modifiée. Là, il s'agit de faire des aspirations vigoureuses au niveau du cytoplasme ovocytaire au cours de l'ICSI et à proximité de la tête spermatique avec des réserves calciques ovocytaires. Là, l'activation ovocytaire chimique par le chlorure de strontium et l'activation chimique par ionophore calcique. Et donc là, c'est une molécule liposolube transportant des ions à travers la bicouche phospholipidique membranaire, permettant l'augmentation de la perméabilité membranaire au calcium et libération des stocks intracellulaires de calcium. Donc là, ionophore calcique. Je vais aller très vite pour juste citer donc l'indication des ionophores calciques. Donc dans les anomalies de fécondation, donc à savoir les taux faibles ou nuls lors d'une ICSI précédente, dans certaines anomalies spermatiques, donc tératospermie très sévère, aboutissant à des échecs de fécondation, la globosospermie, la cryptosospermie et les spermatozoïdes chirurgicaux. Les autres indications, défaut de développement embryonnaire, et puis tout couple en ICSI, là on parle de l'activation mécanique. Les résultats, donc
Dans le groupe tératospermie très controversé, les études montrent des résultats pas superposables du tout. Dans le cadre de la cryptospermie, on a une augmentation des taux de fréquentation, augmentation des taux de fécondation et des taux de grossesse. Pour les spermatozoïdes chirurgicaux, l'activation par ionophore calcique ne semble pas apporter grand-chose. Là, pour la globosospermie, donc l'activation ovocytaire par calcium ionophore, elle a permis de rétablir, de restaurer des taux de fécondation normaux. Et au jour d'aujourd'hui, on a dans le monde plus de 20 enfants nés après cette technique. Ici, je ne vais pas m'attarder, mais c'est juste pour montrer l'impact de l'activation ovocytaire qui est anomalie génétique ou pas. Anomalie, là les résultats sur les patients qui montraient des taux faibles ou un taux nul lors des ICSI précédentes. Donc augmentation des taux de fécondation et des taux d'implantation versus le cycle précédent. Et pareil, on a plus de 150 enfants qui sont nés après activation ovocytaire. Certains auteurs se sont... il n'y a plus grand-chose. Donc on a essayé d'établir un seuil, pourcentage, et cette étude a montré que voilà, si on a plus de 30% d'échecs de fécondation, on peut avoir recours à l'activation ovocytaire. Donc ça, je vais passer. Le PLC zeta facteur spermatique d'activation ovocytaire. Très vite, ça a été prouvé sur le modèle animal. On a pensé à le retranscrire sur le modèle humain en utilisant de l'ARN. La problématique, c'est comment contrôler la quantité de protéines exprimées. Ça paraît impossible. Le deuxième problème, c'est la réflexe transcriptase ovocytaire. Il y a un risque de conversion de l'ARN en ADN et un risque d'incorporation au génome de l'ovocyte. Plusieurs études, différentes formes, mais beaucoup de limites. L'activation, elle est faible, production dans des systèmes d'Escherichia coli et utilisation de protéines de fusion, développement post-implantatoire des embryons inconnus. Très vite, l'échec de développement embryonnaire, pareil, j'ai fini. Donc, plusieurs protagonistes, l'ovocyte par la qualité de la cohorte, les facteurs épigénétiques, métaboliques et aneuploïdie, le sperme par aneuploïdie, conséquence de la technique d'ICSI elle-même, compaction de la chromatine, donc l'impact de l'embryon, absence d'activation du génome embryonnaire, le turnover métabolique, les aneuploïdies embryonnaires, les conditions de culture aussi peuvent jouer le rôle. Donc absence de clivage embryonnaire, donc c'est des embryons qui restent au stade de zygote. Très peu d'études sur ce plan-là. L'origine est incertaine. Ovocytes, spermatozoïdes, anomalie cytogénétique ou apoptose. L'incidence du blocage, elle est de 6%. Les zygotes bloqués présentent dans l'ensemble une qualité morphologique altérée dans la classification de thésarique. Et puis les anomalies chromosomiques d'origine ovocytaire peuvent être responsables de ça. Les blocages embryonnaires au stade J2, J3 se traduisant par une absence de blastoformation. Donc 50% en temps normal défini, 50% n'arrivent pas au stade de blastocyste. Il y a les risques qui sont inhérents à l'ICSI. Il y a aussi ici la fragmentation de l'ADN. C'est la qualité du génome paternel intervient à partir du début de l'expression génomique embryonnaire au stade de 8 cellules. Voilà. Donc, conclusion. Malgré leur faible taux d'incidence, les échecs de fécondation et de développement embryonnaire présentent une situation inconfortable, voire désespérante, aussi bien pour les couples et pour les praticiens. Essayer de faire comprendre à un couple que voilà, il y a un problème, que ça ne féconde pas et qu'on ne sait pas forcément pourquoi. Généralement, le biologiste est pointé du doigt. Chers collègues, j'espère qu'aujourd'hui vous avez compris que si ça ne féconde pas, ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas bien, c'est que c'est bien plus compliqué que ça. Les causes sont nombreuses, intriquées, encore mal connues. Le nombre réduit d'ovocytes matures et l'absence de mobilité sont les causes les plus fréquentes.
L'absence d'activation ovocytaire est aussi la cause majeure, mais on a des résultats prometteurs et rassurants par l'activation ovocytaire. L'optimisation, il est nécessaire de penser à l'optimisation de la technique et des conditions de culture, c'est primordial. Et les théories avancées sur le développement embryonnaire doivent être mieux explorées. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Nous allons prendre 2 questions dans la salle. Docteur Halouini. Oui, merci pour cette présentation. J'ai 2 questions concernant l'absence de clivage, de clivage embryonnaire. En fait, est-ce qu'il y a une solution pour ce problème, pour un couple qui à chaque fois, ça féconde, et puis il n'y a pas de clivage, c'est toujours le stade de pronucléie. Est-ce qu'il y a une solution pour ça? Ça, je l'ai noté sur la diapositive. Il y a très peu d'études. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Les solutions, quand il y en a, je les ai présentées. Mais il n'y a pas. Peut-être, il y a des fois où on est un peu, on dit changeant de stimulation, mais il n'y a pas de toute façon la littérature. Tout a été fait. Voilà. Mais la littérature, il y a mais vraiment en termes de clivage, il y a très peu d'études. Est-ce que le transfert de cytoplasme peut être une solution? Est-ce qu'on a le droit de le faire en Tunisie? Non. Et concernant l'absence de fécondation, est-ce qu'on a le droit de faire un test croisé comme on le fait dans le test post-co? La loi tunisienne permet ou non? Non.